300. Putain, bizarre. Allez, c'est parti pour le démontage de cette Kalachnikov Siebergen qui me semble tout à fait être un repack du CIMA CM028 de CIMA. Alors, tout d'abord, je vais enlever le top cover. J'utilise le tournevis pour faire un léger bras de levier parce que là, c'est un capuchon décoratif. Voilà. Ah, il est là. Et ensuite, là maintenant, j'ai accès à la vis du sélecteur de tir. Voilà. C'est enlevé. Maintenant, je vais attaquer ici au niveau de la poignée. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? Premièrement, on voit, donc j'ai l'habitude du CM028, j'ai le même, que ça ne change rien. On est sur le même moteur, même cage moteur que mon CM028 que j'ai chez moi. Donc pour l'instant, tout ce qui change, c'est l'inscription AK-47 Kalachnikov, donc des marquages qu'ont mis Siebergen. On l'enlève, voilà. Ensuite, à partir de là, je vais interagir sur la vis qui est ici. Donc, sur les répliques type LCT ou EL, ça n'y est pas. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que j'enlève la barre à faire. Et là, maintenant, on va pouvoir enlever cette partie-là. Il y a le canon qui rejoint avec la gearbox. Là, mon but, ça va être de la détacher. J'ai une vis ici, une vis ici. Une vis. Deux vis. Une vis. Deux vis. On va passer à cette vis. Là, je débranche cette pièce, cette partie-là. Ah, elle a été scotchée. Elle a été scotchée, d'accord, c'est pour ça. Donc, je vais la déscotcher. Voilà, c'est fait. Alors, maintenant que c'est fait, ici, une fois que j'ai dévissé les deux vis qui étaient là, ici, je vais pouvoir avancer le canon. Donc là, je peux avancer les deux parties. À partir de là, je peux accéder à différentes choses. Si vous devez changer le canon de précision, vous pouvez le changer. À partir de là, parce qu'on a accès au pop, au pop et au canon de précision. Et ici, du coup, j'ai plus qu'à jouer un peu. Et je fais passer. Attention au fil. Donc là, je bloque au niveau de la cage moteur. Donc je vais l'enlever maintenant. Parce que j'ai pas le choix. Hein, parce que je bloque à ce niveau-là. Alors là, du coup, il n'était pas du tout serré. J'ai pas eu besoin de forcer. Donc là, ça c'est un mauvais point. Je sais pas pourquoi la vis n'était pas serrée. Je débranche les câbles. Alors pour reconnaître là où je mets le plus et le moins, petite astuce, lorsque je serai obligé de brancher, là où j'ai pas de couleur, ce sera le fil noir, là où j'ai de la couleur, ce sera le fil rouge. Voilà, c'est important pour pas inverser le sens de rotation moteur. Donc maintenant du coup, on peut enlever la gearbox. Et là on accède à la gearbox en question. Donc là dans les points particuliers qui m'ont fait bizarre, c'est qu'habituellement on peut tout sortir, mais là je bloquais. Ouais, ça passe, ça force en fait, ça force. Là le moteur il bloque, enfin il force vachement au niveau de la carcasse en plastique. Donc bon. Donc on peut l'enlever avant. Ça évite de forcer. Alors du coup, maintenant on arrive dans la gearbox V3. Donc la gearbox V3 est composée de la cage moteur et du reste de la gearbox. Alors qu'est-ce qu'on observe? Ici, quelque chose qui change des gearbox habituelles, on a un trou. Alors je sais pas du tout à quoi il sert, une aération, c'est bizarre. Alors bon, ça sert à rien. Là on a du coup le sélecteur de tir, on va commencer par l'enlever. Le sélecteur de tir il est en trois parties. Première partie, deuxième partie, et la troisième partie est ici. Et c'est obligé de la dévisser pour pouvoir accéder à l'intérieur de la gearbox. Alors je verrouille avec une main, j'appuie fortement et j'essaye de faire voilà,
Alors là, on voit que la gearbox a été démontée, elle a été serrée avec une sorte de frein filet. Donc je pense que l'opération que font Cybergun lorsqu'ils reçoivent les répliques CIMA, je pense forcément qu'ils démontent la réplique, ils changent le ressort pour être dans les normes françaises, donc là en l'occurrence on était à 310 fps au lieu des 420 qui sortent d'origine de CIMA, et ensuite ils resserrent tout au frein filet. On le voit qu'elles ont été serrées avec un genre de frein filet bizarre. Voilà. Donc j'enlève cette partie là, c'est la troisième partie du sélecteur de tir au niveau de la gearbox. Tac. Et ensuite, alors là je le montre quand même, il y a cette partie là qui traverse. Voilà. Et en fait qui vient correspondre avec les rails et qui vient tout simplement influencer par rapport à l'intérieur. Maintenant on arrive ici. Donc là mes gearbox est tenue par 3 vis. 1, 2 et 3. Qui sont parfois de longueurs différentes. Les deux ici normalement sont de la même longueur et celle-ci est un peu plus courte, forcément parce qu'il y a moins de matière. Alors qu'ici il y a plus de matière. Mais avant d'attaquer les 3 vis, on va attaquer... Ah oui, non, il y a un truc qui change. Voilà, sur cette gearbox, comme sur les CIMA, il y a une 4ème vis qui est juste là, qui est devant. Mais avant d'attaquer toutes ces vis, on va d'abord enlever le rail qui est au-dessus. Voilà, je l'ai. J'enlève le rail, et là je peux attaquer les vis. Et comme ça on va regarder les pièces qui sont intéressantes à changer afin de gagner en étanchéité. Déjà je vous en dis une, le nozzle il est à chier, voilà, ça se voit direct. Donc on a vu que j'avais un problème de régularité lorsque j'ai fait les tests Ronnie. Je variais entre 305 et 310, 315 fps, donc 10 fps d'écart c'est quand même beaucoup. Si on a une étanchéité très très bonne, normalement on n'aura que 2-3 fps d'écart. Donc là j'ai enlevé toutes les vis, je maintiens avec mes doigts. Si j'avais une gearbox QD, je pourrais d'un quart de tour enlever le ressort et enlever la tension du moteur, enlever la tension des gears. Là le problème c'est que dès que je vais l'ouvrir, elle va avoir tendance à voler dans tous les sens, parce que le ressort est sous tension. Donc, il y a différentes techniques. Des fois, on a un tout petit trou qui permet de caler un tournevis. Et là, on ne l'a même pas. Donc, ça va être compliqué. Ah, toujours une pièce que j'oublie d'enlever. Je vais y arriver, voilà. Et voilà. Donc, c'est le moment le plus délicat de toute la manipulation. Je maintiens ici. Je fais un léger levier. Je commence à écarter. Léger levier, je commence à écarter. Léger levier, je commence à écarter. Maintenant, je mets mon doigt ici au niveau du cylindre. Je fais du jeu. Ok. Et je lève. Attention, maintenant que j'ai levé, regardez bien là. Ici, j'ai la tige guide. Je prends la tige guide et je libère le ressort. J'enlève la tension et je peux relâcher. Voici la gearbox. Maintenant, on va faire un petit état des lieux sur les différentes choses que nous avons à l'intérieur, les positifs comme les négatifs. Déjà, qu'est-ce qu'on observe? La graisse est très mal étalée. La graisse est mise ici, en grosse partie. Ici, on n'en a pas du tout. Ici, on n'a pas du tout. On n'a pas sur le reste. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout à l'heure étaler la graisse comme il faut au niveau de tous les engrenages pour optimiser. Ici, on a le ressort qui nous permet de sortir une puissance à 310 fps. Ici on a une tige guide avec un petit anneau pour faire un pseudo roulement. Ici je vais venir lever le ressort, donc je le maintiens avec mon doigt, je le lève et je fais attention à ce qu'il ne vole pas. Voilà, là il n'a pas volé. Maintenant je vais pouvoir sortir cette partie. Alors là, juste le bushing ou bearing, je confonds tout le temps. Je le mets là, très bien. C'est parti, j'enlève la partie pneumatique. Ça, c'est ça qui nous intéresse. C'est là que va se faire la qualité des tirs. Alors, on a une tête de piston avec une seule dent en métal, toutes les dents sont en plastique. Si vous voulez faire un upgrade important, vous serez obligé de passer sur toutes les dents en métal, parce que sinon elles seront bouffées par une trop grosse puissance, par un ressort trop puissant. Mais là, ça ne nous gêne pas, nous, pour la puissance sur laquelle on souhaite. Là, on arrive sur l'une des pièces les plus importantes, c'est ça, le nozzle. Ce nozzle n'a pas de joint torique. On peut opter pour des nozzles avec 1 ou 2 joints toriques, c'est encore mieux, pour pouvoir avoir une meilleure régularité. Donc là, une pièce à changer si on veut gagner en performance. Ici, on est sur la tête de cylindre, rien d'incroyable. Pour renforcer son étanchéité, on va mettre des tours de ruban téflonné et on le remettra en position. Donc là, on va procéder au test de la seringue. C'est le test qui permet de vérifier son étanchéité sur une réplique d'Airsoft.
Donc je remets le nozzle, je mets la taple plate, je viens prendre le nozzle et je me mets ici en biais. Ah merde. Voilà, normalement ça doit être là. S'il commence à coulisser facilement, c'est que déjà j'ai une mauvaise étanchéité. Normalement il doit forcer, il doit être en place. Donc déjà ça commence très mal. Je me mets ici. Et là je viens compresser avec le piston. Et je dois avoir une bonne étanchéité. Et là c'est clairement pas du tout le cas. On va renforcer l'étanchéité de la tête de cylindre. Donc l'avantage du ruban téflonné, c'est que ça rajoute une surépaisseur. Voilà, là c'est comme si on rajoutait un joint. Alors attention à ne pas boucher ce trou. Voilà. Donc on va tout faire pour pas boucher ce trou, c'est super important, sinon on va totalement empêcher l'air de sortir et d'aller dans le canon. C'est pas mal, j'en ai beaucoup mieux déjà. J'ai une petite force qui résiste. Elle est déjà beaucoup mieux. Donc maintenant là la fuite d'air elle vient soit de ce joint au niveau de la tête de piston, mais pour moi ça vient pas de là. Pour moi clairement ça vient du nozzle. Alors je vais essayer un de mes nozzles perso. On va voir si ça vient de là. Voilà, donc là on a les deux qui sont de la même longueur. Celui-là est légèrement plus haut d'1 millimètre. Et ben ça peut suffire pour faire carrément foirer le feed quand on n'est pas de bon feed. On va les placer à côté pour voir si on est toujours bon. Là on observe encore mieux la différence. On voit bien que celui-ci est plus haut. Donc lui on va pas le prendre. Et on sait que du coup on a une compatibilité entre les deux. Donc il y en a qui retouchent eux-mêmes les nozzles. Cependant, ils ont une forme concave qui a été étudiée pour. Normalement, c'est mieux de ne pas les retoucher. Le seul cas de figure où vous serez obligé de retoucher les nozzles, c'est sur les M14, donc des Gearbox V7, parce qu'ils sont tous conçus un peu trop lents. Et souvent, on est obligé de limer légèrement le dessus. Bah là, on est bien, ça bloque. Voilà, donc là, j'ai une étanchéité maximum. Je peux pas avoir mieux. Là, on est au maximum avec une régularité qui est au top. On a carrément le nozzle jointorique. On gagne une étanchéité parfaite. La graisse à utiliser pour les gears si vous en avez pas, c'est de la graisse au lithium de préférence. Et si vous avez en plus le choix de la marque, privilégiez la marque Rant. Elle est plus fluide et dure plus dans le temps, elle ne sèche pas. Elle ne se durcit pas, je veux dire. Si vous n'avez pas de choix de graisse, vous ne pouvez en acheter qu'une, vous prenez de la graisse téflonnée, car elle vous permettra de faire la partie pneumatique et vous pourrez quand même faire la partie engrenage. Mais ne mettez jamais la graisse au lithium sur la partie pneumatique car ça bouffe les joints. La graisse qu'ils ont mis Cybergun, ils ont quand même laissé la vieille graisse de Sigma par-dessus, donc là c'est pas possible. Donc j'utilise ce produit que j'ai eu sur cet entrepôt pour pouvoir nettoyer. Ça va permettre de ramollir la vieille graisse. J'utilise une brosse à dents. Donc voilà, là, le secret c'est que je frotte. Je prends le chiffon, j'essuie et je vais répéter cette opération sur chacun des 3 engrenages en mémorisant bien les rondelles de chaque côté, où est-ce qu'elles étaient. Donc là j'ai terminé de nettoyer les engrenages avec la brosse à dents et le produit, et notamment aussi au niveau de la gearbox. Alors je vais donc procéder au regraissage. Donc là sur moi, là j'ai pas de graisse au lithium, donc pour les engrenages c'est ce qui est le mieux, c'est pas grave, je vais utiliser quand même la graisse téflonnée. Je vais bien l'essuyer et je vais étaler la graisse téflonnée entre les dents des engrenages, comme ça on sera pas mal. Voilà, j'en mets beaucoup mais c'est pas grave, c'est pour mieux étaler. Donc la graisse elle sert à quoi concrètement? Elle sert lorsque les dents d'un engrenage vont en friction avec les dents d'un autre, et ben il n'y a pas une usure du métal, c'est la graisse qui permet de protéger les dents. Voilà, c'est elles qui vont venir faire en sorte que ça coulisse mieux et qu'on n'ait pas une usure prématurée des pièces. Ça c'est l'anti-retour. Donc l'anti-retour, je viens bien prendre le ressort, je viens la mettre en tension, il vient de se mettre ici, là je vais pouvoir le maintenir et placer cet engrenage qui a des petites butées. Maintenant du coup moi j'en profite pour mettre de la graisse un petit peu partout ici. Et pareil, ça va me permettre de préserver les rails pour qu'elles aient une usure moins prématurée. Et pour les dents sur le côté, c'est pour que ça coulisse mieux et que je gagne un petit peu en réactivité. Je profite d'avoir encore de la graisse sur le bout de ma brosse à dents pour passer du coup dans les rails là où ça va coulisser. Donc là, ça c'est les rails où va coulisser le piston. Ici j'ai les rails où va coulisser le tackle plate. Et c'est important de le graisser aussi. Parce que sur certaines répliques, on a l'habitude de tirer beaucoup, notamment comme les mitrailleuses. Et ben le tackle plate, donc c'est cette pièce,
peut avoir une usure, voilà, peut s'user, s'écarter et du coup ne coule plus comme il faut dans le rail. Je place le ressort ici. Une fois que c'est fait, je recule et... Alors là j'ai un petit problème, je vais le faire, il me faut juste un tournevis. Alors ici il faut que je fasse correspondre le trou avec les tétans qui sont à l'intérieur. Donc ils vont venir se mettre en correspondance. Ils vont venir correspondre. Alors du coup maintenant je crois que c'est mis en place. Et quels sont les points clés à faire avant de placer le ressort? Les points clés à regarder. Point clé à regarder numéro 1, il faut avoir une mobilité au niveau de la table pète. Là je suis bon, le ressort est bien mis. Point clé numéro 2, je vérifie que ce soit bien dans le tétan. Donc là j'arrive pas à pivoter la tête du piston parce qu'elle est bien alignée dans l'équivalent du tétan qui est là, mais de l'autre côté, en dessous. Ensuite je vérifie que le piston est bien dans le rail et je vérifie surtout qu'il n'y ait pas une dent qui soit prise dans le piston. Voilà, donc là j'ai pas une dent qui est prise dans le piston. Voilà, concrètement là si je tourne, voilà comment ça se passe au niveau du cycle. Le moteur il fait tourner cet engrenage. Ça comprime. Donc là, il faut imaginer qu'elle ressort derrière. Hein. Je suis en train de comprimer le ressort. Ça comprime. Et à la dernière dent, quand je fais tourner, à la dernière dent, là il y a du vide. Le ressort comprime tout l'air. Ça comprime tout l'air qui vient partir par le nozzle. Et du coup, j'ai un minimum de flux d'air vu que j'ai vérifié l'étanchéité. Voilà comment ça fonctionne concrètement. Et pour pas qu'il y ait un retour au niveau de la compression, tout simplement l'anti-retour c'est là qu'il a son travail. Je vais graisser légèrement avec le reste de graisse que j'ai sur la brosse à dents le guide ressort. Et je peux graisser le ressort. Alors là on a un ressort qui a une forme spécifique. Il est non linéaire. Alors du coup dans le ressort non linéaire, dit progressif, les stries les plus serrées doivent être mis vers l'arrière. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, le moteur va forcer, ce sera moins dur pour lui au début de comprimer les premiers spires, et du coup, ça fait une économie en batterie et une meilleure réactivité, parce que du coup, il va avoir moins de mal sur le départ et après, ce sera plus dur vers la fin, mais c'est pas grave parce qu'il sera déjà lancé. Donc là, on arrive dans le moment le plus délicat pour le remontage. Alors attention, concentration. Donc le moment le plus délicat, je viens placer le ressort. Maintenant, une fois que le ressort il est placé, je vais le mettre. Attention, alors si vous avez un ressort puissant genre M110, M120, M130, voilà, vous êtes dans la merde. Voilà. Moi j'ai un M90 et déjà vous allez voir que c'est pas si facile. Alors maintenant, pour pas que tout gicle, j'appuie constamment. Donc regarde comment je fais. Je suis seul, t'as vu, je chevauche mes doigts. Et après... Autant dire ça tremble. Donc là je maintiens, je mets en priorité le rail pour pouvoir verrouiller la situation. Voilà. Donc là, à partir de là, j'ai mis le rail, je peux souffler. Donc je vérifie plusieurs choses. La gâchette est bien enclenchée, les tétans sont alignés. Je vérifie si l'anti-retour est bien mis en position. Donc je viens voir, il est bien mis en position, il est enclenché dans les deux ergots, ici et ici. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir remettre les vis. Donc l'entretien, je préconise de le faire tous les ans, voire au maximum tous les 2 ans. Si vous oubliez de le faire, ça fait 3-4 ans que vous ne l'avez pas fait, la graisse risque d'être beaucoup trop sèche et vous risquez de casser des pièces à l'intérieur. Donc les pièces les plus susceptibles d'être cassées, c'est les dents du piston, les dents des gears. Ok, serré, serré, serré et serré. Ça vient bien. On va mettre la cage moteur. Cage moteur, rien ne m'empêche de mettre de la graisse parce que c'est pareil, c'est une sorte d'engrenage. Hein. Noir ici, là où il n'y a pas de couleur, rouge ici, là où il y a de la couleur. La batterie, je te prie. Ça va. Alors, attention au bruit. Bon. Alors, quand on tire, qu'est-ce qu'on constate?
le nozzle qui fait bien son travail. Ça c'est très important. Si le nozzle ne fait pas son travail, ne remontez pas les répliques. C'est qu'il y a eu un problème. Soit vous avez oublié le ressort, soit il n'est pas dans le rail. Je n'entends pas de bruit suspect. C'est quoi les bruits suspects? Un grincement. Voilà, ça c'est un grincement, ça pourrait venir du serrage moteur ou d'une rondelle qui s'est échappée et qui s'est mis en travers. Ça ferait un grincement très désagréable. Et là, à l'oreille, vous savez qu'il y a un problème, vous redémontez. Tout est bon, donc là je vais pouvoir procéder à la suite du remontage. Là, ici, l'essai Gearbox est concluant. On va pouvoir remonter l'ensemble de la réplique. Et voilà, c'est mis. C'est plus facile à mettre qu'enlever. Le sélecteur de tir, simple. Ici, j'aligne avec la rail pour que je sois cohérent. Je maintiens, je laisse mon doigt, parce que si je lâche, il s'en va. Donc, je le refais correspondre au rail, je le maintiens. Je viens prendre cette pièce, il y a deux sens. C'est simple, le sens le plus logique, c'est qu'il ne faut pas qu'on voit la demi-lune. Pour qu'ici, j'ai l'espace pour pouvoir mettre ma vis. Et là, je peux serrer. Le petit rond apparent pour qu'il puisse correspondre avec l'extérieur. Si vous mettez cette pièce là, c'est quand même bizarre. Voilà. Donc, et la pièce carrée va dedans. Voilà. Je fais correspondre ici. Et je fais surtout correspondre dans les dents qui sont là. Vérifier. Ici, j'ai une butée. Donc je suis bon. Alors, on va essayer cette fois de le re-rentrer avec la cage moteur. À l'aller, lorsque j'ai démonté, je l'ai enlevé, mais normalement on n'est pas obligé de l'enlever. Donc là on arrive, on fait correspondre. En fait ça demande, j'aime pas ça, j'ai pas envie de forcer, ouais. Ça demande quand même, ça demande un peu de forcer vite fait, mais j'aime pas ça. Donc je fais passer le câble à l'intérieur de l'emplacement où se fixe la crosse. Pas mal, c'est pas mal. Ensuite le canon. Je viens de passer à l'intérieur. Une fois qu'il est passé à l'intérieur, je viens de le mettre en butée contre le muzzle, ici. Et là, je vais pouvoir le faire passer à l'intérieur du canon fictif. Cette pièce a un petit cran ici. Ce petit cran correspond avec le petit cran qu'on voit là. Ok. Ok. En bas, c'est semi. En haut, c'est auto. Là, c'est verrouillé. À partir de là, je vais remettre la poignée pistolet. Ici, je fais attention à ce que les câbles soient bien dans leur cheminement. Ils sont bien connectés. Ok, jusqu'en butée. C'est bon, c'est bien ça. Maintenant, on va remettre la crosse. Je rebranche ici. À partir du moment où on rajoute, comme c'est le cas sur cette réplique, où on rajoute des différences connectiques et encore une autre connectique, ça fait perdre en réactivité. Là, s'ils ont fait ce système-là, c'est pour gagner en facilité lors du démontage. Comme ça, on sait qu'on débranche, on n'est pas obligé de faire passer tout le fil et devoir le remettre à l'intérieur. Mais si on veut gagner en réactivité, là ce qu'il faudrait, c'est enlever cette connectique, directement faire une soudure, avoir un seul câble. Voilà. Très bien. Maintenant on va remettre les vis. Donc là c'est 3 vis un peu plus grosses et plus courtes.
Donc là, les vis que je suis en train de faire, ça n'existe pas sur des répliques pluralistes qui sont issues des moules d'armes à feu comme EL ou LCT. Là, c'est vraiment parce que sur une réplique pluraliste, le moule il est monobloc. Voilà, fait partie du même et il n'y en a pas ces 4 vis qui permettent de solidariser ces parties-là. Là, c'est vraiment typique de Cyma et du Cybergun en l'occurrence. Ici, j'ai 2 trous, je vais faire correspondre ces vis. Donc là, ça va nous permettre de joindre définitivement le canon de la réplique avec la gearbox et donc augmenter un petit peu l'étanchéité. Alors, régulièrement, quand vous faites ces opérations, vous regardez autour. Là, je viens de finir la crosse, c'est la partie avant et la partie sélecteur de tir et poignée. Est-ce que je vois une de ces des choses qui est ici qui correspond? Non, je vais pouvoir continuer. Donc là, maintenant, on va attaquer cette partie-là. Alors cette partie-là, moi, à chaque fois, elle me fait un peu chier parce que il faut, c'est un peu spécifique pour pouvoir la mettre. C'est vraiment spécifique. C'est Cyma qui a fait ce système. Pas mal. Je vais passer là-dedans. Voilà. Voilà, après ces répliques, c'est pas anodin de les démonter, c'est normal que les gens aient peur de le faire, parce qu'effectivement, ça demande une certaine gestuelle, et on a peur du coup de faire de la merde, de plus pouvoir et de faire de la merde comme je viens de faire, parce que j'ai oublié de le faire passer là-dedans aussi. En fait, tu vois, il faut que je la fasse passer là-dedans et là-dedans. Agité. Bon, c'est chiant comme manœuvre, mais... Et voilà. C'est pour ça aurait été moins puissant. Et bien, c'est bon. Vas-y. Par contre, t'es régulier de ouf. Ouais, ça c'est... De ouf. Mieux, mais voilà, c'est pas non plus. Ouais, t'es entre 305 et 308. 309. Bon, au moins t'es régulier. Oui, bah oui.